Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette petite présentation. On est déjà intervenu sur les deux dernières éditions. On avait à l'époque choisi d'orienter le discours et les présentations sur la thématique de la loi APER, des lois qui les ont précédées, donc notamment sur les obligations de solarisation. Ceci étant entériné aujourd'hui, on a jugé utile de faire un petit focus sur l'opportunité soit d'autoconsommer, soit de revendre sur le réseau, étant entendu qu'on parle ici d'opération entière investissement, c'est-à-dire que Tenergy, je vous le présenterai juste après, on est une société, donc un développeur qui finançons, donc on conçoit, on finance et on exploite nos ouvrages. Donc tous les sujets qu'on va évoquer, c'est des sujets de ce qu'on appelle un tiers investissement. Donc on est, nous, propriétaires des actifs solaires. Donc en termes d'organisation, rapidement présenter Tenergy, qui on est, ce qu'on fait, la comparaison entre l'injection et l'autoconsommation, parce que derrière tout ça, au-delà de l'aspect pécuniaire, il y a aussi l'aspect technique qui rentre en ligne de compte. Le point de bascule entre l'autoconsommation et l'injection réseau, pour expliquer là aussi à quel moment il est opportun d'aller vers une solution ou une autre, voire sur un mix des deux, rendu possible récemment par ce qu'on appelle le guichet S21, qui permet de faire de l'autoconsommation avec revente de surplus. Un petit focus sur les cas pratiques. On reviendra sur les solutions, mais très rapidement, pour laisser la place aux questions que j'envisage nombreuses dans le public. Voilà, donc tout ça qui devrait durer 30 minutes. Et si je dépasse, je crois que j'ai un signe de la dame qui me dira de m'arrêter. Donc voilà, ça sera fait en temps voulu. Donc producteur et développeur d'énergie renouvelable, on a 3 métiers chez Tenergy, le photovoltaïque, l'éolien et une partie méthanisation. Donc on est producteur d'énergie renouvelable. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on reste détenteur de nos actifs solaires, comme de la promotion immobilière par exemple. Les derniers chiffres à jour, donc plus de 1700 centrales en exploitation sur l'ensemble de la France. Donc ça fait autant de points de livraison ou de points d'autoconsommation qu'on entretient tous les jours avec nos gestionnaires d'actifs. Plus de 800 MW de puissance installée. On est aujourd'hui un peu plus de 300 chez Tenergy, basé à Fuveau. Le siège se situe à Fuveau, le petit point vert clair qu'on a ici. Et avec une volonté depuis le départ de se régionaliser, donc des agences qu'on a ouvertes à Paris, Nantes, Lyon, Privas, Toulouse et Ajaccio, pour être au plus près des territoires et pour pouvoir répondre au mieux à l'enjeu territorial, puisqu'on reste producteur de moyenne, voire grande, mais jamais très grande unité de production. Donc la logique de Tenergy, c'est aussi d'être producteur au plus près des territoires et de faire des installations, on va dire à taille humaine, principalement entre 150 et 500 kW crête, donc grosse maille entre 800 et 3000 m², pour être en capacité d'avoir autant de centrales, surtout dans l'avenir, une fois que les tarifs subventionnés vont disparaître, d'avoir des points d'injection possibles sur l'ensemble du territoire. Je l'ai dit tout à l'heure, à la fois la relation commerciale, donc toute la notion d'aller chercher un projet, de le développer, de signer les premiers contrats, le développement et gestion administrative, la conception, le financement des centrales, puisqu'on a des foncières énergétiques qui nous permettent de financer ces ouvrages. Depuis 15 ans, Tenergy a eu 15 ans et quelques mois, c'est plus de 2 milliards d'euros d'investissement qu'on a pu financer grâce à nos foncières. On fait aussi de l'acquisition de centrales existantes. Quand des développeurs ont construit une centrale et au bout de 5 ans, ils se disent j'ai besoin de cash, je vais vendre mes actifs. Nous, on est aussi des acteurs qui sommes en capacité de racheter des actifs qui existent déjà. Construction ingénierie et l'exploitation maintenance, étant entendu que sur ce dernier item, c'est finalement là où la plupart des choses se passent, puisqu'on est sur des baux en général de 30 ans. Et donc la centrale, une fois qu'on l'a développée, conçue, financée, ce qui va changer et ce qui va faire que la centrale fonctionne, c'est bien la durée d'exploitation et de maintenance, et c'est là où tout se joue. Société Tenergy, société à mission depuis 2021, avec 4 piliers qui sont décarboner, mobiliser, fédérer et transmettre. On fait partie des sociétés pionnières dans l'investissement en société à mission.
On a aussi créé une école de production qui s'appelle Enersud, avec d'autres développeurs qui se situent à Marseille, qui a pour vocation de former notamment les mainteneurs de demain. Voilà, donc c'est aussi important pour Tenergy d'être acteur dans la filière, aussi dans le devenir de cette dernière. Et donc notre raison d'être, je vous la laisse lire, je ne vous ferai pas l'affront de vous la dire, mais voilà, c'est en tout cas l'accélération dans la transition énergétique. La comparaison entre l'autoconsommation, alors là, il m'a fait une petite animation, entre l'autoconsommation et l'injection réseau. Donc en revente totale, c'est un modèle qui existe depuis 2006, avec les premiers tarifs réglementés et les premiers tarifs aidés par l'acheteur obligé qui est EDF obligation d'achat. On produit et on réinjecte la totalité de la production sur le réseau et on bénéficie pour ça d'un tarif qui nous permet de financer nos investissements. Donc on investit chez la SCI Durand, on installe une centrale, on revend sur le réseau et c'est ce qui crée notre chiffre d'affaires et ce qui nous permet de financer les centrales. Donc ça, c'est ce qui se fait classiquement depuis presque 20 ans, avec des tarifs d'ailleurs, des contrats qui arrivent à échéance pour certains dans un an ou deux, pour ce qui concerne les premiers contrats qu'on a eus. Et ensuite, le principe de l'autoconsommation. Donc dans l'autoconsommation, il y a plusieurs méthodes qui varient en fonction de la puissance qu'on va réinjecter. On le verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais on s'est concentré, nous, sur ce qu'on appelle le S21, c'est-à-dire c'est un tarif guichet. On a une autorisation d'urbanisme, ou on crée une autorisation d'urbanisme, en tout cas on la demande, et on obtient de facto, quand on demande, directement le tarif qui nous permet de faire soit l'injection totale, soit l'autoconsommation avec revente de surplus. Ce qui nous permet de faire une centrale qui va faire par exemple 450 kg, un autoconsommateur qui va être capable d'autoconsommer 80% de notre production. Les 20% jusqu'à présent étaient perdus. Avec l'apparition du S21, les 20% sont revalorisés et réinjectés dans le réseau. Donc on va dire qu'il y a 80% qui revient à l'autoconsommateur et les 20% qui sont sur ce système-là et qui permet finalement de financer des opérations, y compris quand l'autoconsommateur ne va pas tout autoconsommer et donc au lieu de perdre le surplus, il est revendu à un tarif défini à l'avance. Aujourd'hui, il est aux alentours de 104 €. Donc un tarif pareil avec EDF obligation d'achat qui s'engage à racheter le surplus à chaque fois qu'il y en a. Donc c'est ce qui rend les opérations plus faciles à financer. Et ça, c'est dans la limite de 100 jusqu'à 500 kW de crête. 700 à 2500 m² à peu près. Donc en injection totale, quel est alors le modèle le plus simple en réalité, c'est pas tellement le plus simple, c'est le plus courant, on va dire. Donc la centrale, elle est financée en totalité par Tenergy, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le propriétaire de la toiture, grâce au fait qu'on va venir installer une centrale chez lui, soit il va disposer d'une soulte ou d'un loyer en échange de notre occupation de sa toiture, soit parce qu'on va faire des travaux, eh bien, il va bénéficier de l'équivalent de ce qu'on lui aurait donné en numéraire en travaux, c'est-à-dire que j'ai demain une centrale, une toiture amiantée qui fait 2000 m², Tenergy va venir chez vous, on désamiante, on remet un nouveau bac, on installe une centrale. Toute cette création finalement de valeur, elle se passe dans les travaux. Donc on finance pour le compte du client l'opération de désamiantage. Donc on lui fait économiser l'équivalent de ce qu'on lui aurait donné en loyer. Donc ces solutions s'adressent soit sur des bâtiments neufs, où là on va avoir le principe de la soulte ou du loyer, soit sur des bâtiments existants sur lesquels on va payer avec le photovoltaïque la réfection de la toiture. Et donc on se rémunère dans le cas de l'injection totale avec tout ce qu'on va produire qui est injecté par le biais d'un tarif qui nous permet d'avoir notre chiffre d'affaires assuré. Et à la fin du bail, qui est en général un bail de 30 ans, la centrale devient la propriété du propriétaire du foncier qui bénéficie pour le coup d'une centrale qui va continuer à avoir une efficacité dans la durée, puisque en gros une centrale photovoltaïque marche de manière efficace pendant une cinquantaine d'années. Voilà. Avec une déperdition chaque année de 0,4% de la capacité de production, ce qui fait qu'en gros, au bout des 30 ans, vous avez à peu près 80% de capacité de production qui reste à un prix du mégawattheure du coup qui sera défiant de toute concurrence, puisque limité à la maintenance, ça fera un équivalent de prix d'environ, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30 € du mégawattheure, quand aujourd'hui le prix du mégawattheure sur le marché est aux alentours de 150. Donc l'intérêt, c'est aussi pour le propriétaire du foncier de valoriser son actif et de se dire,
dans 30 ans, je récupère un actif que je n'ai pas payé qui me permet de valoriser mon foncier. Le modèle en autoconsommation, alors il est un petit peu différent, au-delà de la technique et du fait qu'il y a des puissances en deçà desquelles on ne peut pas, au niveau du guichet S21, installer. C'est-à-dire qu'en gros, un autoconsommateur, pour qu'il soit éligible à notre offre, il faut qu'il souscrive à une offre minimum de 100 kVA. 100 kVA, ça correspond à un tarif jaune ou un tarif vert, mais on va dire que le tarif de la PME moyenne en France, pour une entreprise par exemple qui a des bureaux, ça va être entre 24 ou 36 kVA, quand nous on va s'adresser plutôt à des clients qui ont minimum 100 kVA. Donc le client idéal, c'est un client qui a soit un supermarché parce qu'il y a la chambre froide qui va marcher toute l'année et H24, soit un client qui a un process en dessous de son activité qui permet d'avoir un gros soutirage et qui permet d'être éligible et cohérent avec l'autoconsommation. Pour l'autoconsommation, au niveau de la contractualisation, on a une contractualisation au niveau du propriétaire du foncier. Donc on va dire que ici vous avez une SCI qui est propriétaire du bâtiment et à l'intérieur une SA par exemple qui est l'exploitante, qui est donc la société autoconsommatrice. On va avoir un bail qu'on va conclure avec la SCI pour l'occupation de son espace, donc du toit. Au titre de ce bail, on peut donner une soulte ou un loyer, le cas échéant. Donc une fois qu'on occupe le toit, on a une centrale qui va être productrice de mégawattheures pour lesquelles on va signer avec la société anonyme, donc l'autoconsommateur, un contrat de location qui va, en échange d'un loyer qu'il va nous devoir, nous on va lui mettre à disposition des mégawattheures, ce qui va donner un prix du mégawattheure. Je ne sais pas si je suis clair parce que c'est un petit peu compliqué, mais c'est la législation qui nous oblige à agir comme ça. On va demander, par exemple, on va fournir 100 mégawattheures par an pour un loyer de 10 000 euros par an, ce qui va faire un prix du mégawattheure de 10 euros, par exemple. Donc, l'idée, c'est que avec l'autoconsommation, on a en général un prix du mégawattheure qui est inférieur au prix du marché. Donc, je ne sais pas, on a certains projets où on a un prix du mégawattheure à, par exemple, 120 ou 130 euros, quand aujourd'hui, toute taxe comprise, hein, puisque l'avantage de l'autoconsommation, c'est que on produit sur site, on ne transporte pas de courant, donc on est exonéré notamment des taxes de transport. Donc un prix hors taxe d'une autoconsommation aux alentours de 130 euros, la même chose, vous l'achetez à environ 150 à 160 euros minimum sur les réseaux, taxes de transport incluses, puisqu'on a bien un mégawattheure qui va être livré chez vous. Et donc l'avantage de cette solution, c'est que nous, on garantit un prix sur les 20 ans de la durée du contrat, chose qui est complètement impossible dans le cas du réseau, puisque aujourd'hui vous avez des possibilités d'acheter sur des périodes de 1, 2 ou 3 ans maximum. Mais ce qui est sûr, c'est que quel sera le prix dans 3 ans du mégawattheure, personne ici est capable de le lire. On a eu, avec la crise en Ukraine, des prix spot à plus de 1 000 euros du mégawattheure, quand aujourd'hui il s'achète 150. Donc est-ce que, on ne le souhaite pas, mais est-ce que demain il n'y aura pas une crise énergétique qui fera que le prix il va passer de 150 à 300 ? On ne sait pas. L'avantage de l'autoconsommation, c'est que c'est un prix qui est fixe sur la durée et pour lequel vous avez une capacité de se dire pendant 20 ans, je sais combien je vais payer mon mégawattheure sur la part autoconsommée. Pour rappel, le taux d'autoconsommation, c'est qu'est-ce que je vais autoconsommer de la production de la centrale. Le taux d'autoproduction, c'est sur ce que je vais autoconsommer, qu'est-ce que ça représente sur la totalité de ma consommation. En gros, les meilleurs taux d'autoproduction qu'on voit, c'est aux alentours de 20-25%. C'est-à-dire que ce que j'autoconsomme au prix de 130 euros représente 20% de ma consommation totale. Puisque l'écueil du photovoltaïque, s'il faut en trouver un, c'est qu'on a une production qui est pas constante, hein, puisqu'on produit en gros de 8h à 17h, hein, si on fait l'ensemble de l'année. Donc il y a toute une partie de la production, de la consommation de l'autoconsommateur qui va être faite à d'autres horaires que ça. Donc l'avantage pour l'autoconsommation, c'est que le consommateur va payer un prix du mégawattheure inférieur à celui qui paierait sur le réseau. Et en tout cas, s'il n'est pas inférieur et s'il est égal, il est à minima connu sur les 20 ans du contrat. On va revendre le mégawattheure plus cher qu'en injection. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai dans tous les cas. Le surplus est revendu par l'autoconsommateur EDF, c'est-à-dire que
Tenergy va se comporter en producteur en disant je vous installe une centrale qui est capable de produire 1000, je vous facture les 1000 que j'ai produits, libre à vous, entre guillemets, de les autoconsommer ou pas, puisque on ne peut pas être comptable de l'autoconsommation du futur. Par contre, l'avantage, c'est que l'autoconsommateur, lorsqu'il n'autoconsommera pas le mégawattheure, il ne sera pas perdu, puisqu'il sera valorisé, puisque c'est bien lui qui va revendre le surplus à EDF. Voilà, tout le monde y trouve son compte, à condition de bien étudier le profil de la société consommatrice pour qu'elle soit éligible, puisque le taux d'autoconsommation est important. On a parfois des taux d'autoconsommation qui sont inférieurs à 80%. À partir de là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai intérêt à autoconsommer? Qu'est-ce que je fais du mégawattheure qui n'est pas autoconsommé? Et donc, ce qu'on verra tout à l'heure. Et ce que je disais juste avant, c'est qu'en fonction de la puissance souscrite, dans le modèle que Tenergy développe, si on est en dessous de 100 kVA, le modèle n'est pas éligible. Donc, si vous avez une entreprise de 40 personnes, une entreprise de bureau, vous pourrez faire l'autoconsommation, mais plutôt en achetant votre centrale, plutôt qu'en la faisant par un tiers, parce que ce sont des puissances qui sont trop faibles et pour lesquelles on n'arrive pas à être économiquement viable. Donc le point de bascule, ce qu'on disait tout à l'heure, entre le prix du mégawattheure autoconsommé ou pas, je vais tout développer. En fait, on a, pour connaître le point de bascule, on va voir le prix actuel du mégawattheure, on va comparer avec le prix autoconsommé et le prix de revente sur le réseau. Donc ça, c'est en autoconsommation. Ça, c'est toute la partie qui n'est pas autoconsommée par le client. Donc nous, on a des modèles en interne qu'on fait tourner avec des projections de production chez nous et d'autoconsommation chez le client, où on arrive à déterminer quelle est finalement l'économie que vous allez faire, puisque tout ce qu'on développe jusqu'à présent sur l'autoconsommation, c'est bien basé sur de l'économie, puisque c'est un prix du mégawattheure que vous allez payer moins cher que sur le réseau. Donc Tenergy ne donne rien au client, c'est le client qui nous achète un mégawattheure moins cher que ce qu'il achèterait sur le réseau. Donc le business model est bien un modèle d'économie et pas un modèle où on va donner de l'argent à l'autoconsommateur. Et donc c'est comme ça qu'on calcule. On a ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'autoconsommation, enfin la consommation totale, tout ce qui est consommé sur le réseau, ce qui est autoproduit par la centrale, et sur ce qui est autoproduit par la centrale, ce qui est autoconsommé et ce qui est en surplus. Et donc le taux d'autoproduction, c'est bien de se dire, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'elle représente par rapport à la partie totale de ce dont j'ai besoin. Et entre ce qu'on va produire et ce qu'on va autoconsommer, alors en réalité, la production à la centrale, elle vient jusqu'ici, hein. C'est mal fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux dire que c'est mal fait. Donc la centrale produit ici, il y a une partie qui est autoconsommée, une partie qui est en surplus, et le taux d'autoconsommation doit être le mieux calé, parce que le prix de revente du surplus, il est à 100 €, c'est bien de le revendre, mais 100 €, c'est pas les 130 € qu'on est capable de produire nous. Donc c'est à cet équilibre, et en général, on considère que en dessous de 80% de taux d'autoconsommation, c'est le point de bascule qui définit ou si c'est intéressant ou pas. En gros, si on a moins de 80% de taux d'autoconsommation, on juge que c'est pas utile. Et au-delà de ça, c'est pas dans la philosophie et la nature d'être d'une opération d'autoconsommation où la logique, c'est d'aller autoconsommer le plus possible par rapport à ce qu'on produit. Donc quand on arrive à des taux d'autoconsommation de 50%, en fait, c'est bien parce qu'on a la possibilité de revendre du surplus, mais ce n'est pas en cohérence avec la logique de l'autoconsommation qui consiste à dire je produis et j'autoconsomme directement sur place. Ouais, c'est 75, il a décidé, moi j'ai dit 80. Donc pour calculer les différents taux, on a besoin uniquement de ce qu'on appelle les P10. Donc c'est qu'est-ce que je soutire toutes les 10 minutes, ça c'est votre fournisseur d'électricité qui le donne. En gros, on demande quelle puissance je soutire toutes les 10 minutes, toute l'année, pour que nous, on fasse avec ça un profil de consommation et pour qu'on adapte ce profil à la production de la centrale et qu'on fasse une centrale qui est adaptée aux besoins du client et pas forcément plus grande. Et donc le type d'entreprise, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Idéalement, c'est une activité 7 jours sur 7 ou à minima un soutirage 7 jours sur 7, puisque si demain vous avez une entreprise qui ne travaille pas du tout et qui arrête toute son activité le samedi-dimanche, sur 7 jours, il y en a quand même 2 qui sont perdus et ça fait baisser les taux d'autoconsommation. Donc une entreprise avec forte consommation d'énergie
Et le client, on va dire, pas le client idéal, mais le profil qui s'adapte le mieux à ces types d'opérations, ce sont des grandes surfaces ou des unités de stockage avec du froid. Parce que l'avantage, c'est qu'on a des groupes froids qui fonctionnent du coup H24 tous les jours. Ce qui ne veut pas dire que les autres cas ne sont pas éligibles. Mais on a par exemple signé un gros marché avec la société Sanofi, parce qu'on a été lauréat, je peux le dire à présent, qui a par exemple un taux d'autoproduction. Donc ce que je disais, c'est quelle est la part qui va autoconsommer sur sa consommation totale. On est à peu près à 3% sur une centrale de plus de 2 mégas. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle les très gros consommateurs. Pour eux, l'unité de production, ça représente que 4% de leurs besoins. Mais 4% sécurisé à 130 €, ça fait toujours des économies substantielles. Et même pour les grands groupes, ça reste intéressant. Donc là, on a pris l'exemple d'un magasin de grande distribution. On fait la consommation du magasin, 660 MWh par an, à un prix moyen constaté de 170 €. Donc ça, c'est le magasin qui nous dit voilà, combien moi j'achète mon mégawattheure aujourd'hui. Donc 170 €, c'est l'équivalent de 17 centimes quand vous l'achetez vous. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 13 ou 14 centimes. Donc au niveau de la proposition, on a une centrale de 230 kW crête, donc ça va faire à peu près 1500-1600 m², qui lui permet de couvrir 30% de sa consommation. Donc ça, c'est bien le taux d'autoproduction. C'est-à-dire que grâce à cette centrale, il y a 30% de ses besoins qui sont couverts par la centrale avec un taux d'autoconsommation à 77% et un prix du mégawattheure à 150 €. Donc là, l'avantage, c'est qu'il va payer 20 € de moins son mégawattheure, d'accord, et il a sécurisé ce prix-là sur les 20 prochaines années. Donc le scénario du pire, c'est dans 5 ans, les 170, ils passent à 130. Personnellement, j'y crois pas, mais c'est une conviction personnelle. Tous les spécialistes ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un mégawattheure transporté, même avec les meilleures des hypothèses, dans les années à venir, il semblerait qu'il ne sera jamais en dessous des 150 €. C'est ce qui se dit, parce qu'il n'y a aucune raison pour que demain, le prix du mégawattheure chute de manière... parce qu'avec tout ce qui arrive aujourd'hui, les EPR et toutes ces choses-là, le prix aura plutôt tendance à augmenter qu'à baisser. Ça, c'est un graphique qu'on a déjà vu. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du timing. Ici, c'est un cas particulier où dans le cas du S21, donc du tarif réglementé, on a une capacité d'aller jusqu'à 500 kW crête. Les besoins du magasin qui représentent cette partie-là, donc on calcule une centrale qui correspond aux besoins du magasin pour avoir un taux d'autoconsommation le plus élevé possible. Le restant étant une partie en revente. Donc ici, on a une partie en autoconsommation, ici une partie en revente où Tenergy revend le mégawattheure pour avoir un chiffre d'affaires. Et donc, dans la limite de 500 kg, on peut bien avoir une centrale en autoconsommation, là ici en ombrière, et une partie en location classique. Donc ça permet d'avoir l'ensemble du parking ici qui est équipé, avec une partie en autoconsommation et une partie en injection réseau. Voilà, on parle de la loi PER. Au niveau des solutions, j'y reviens rapidement. Donc des solutions en toiture, neuf ou rénovation de toiture, avec comme avantage le gain financier sur l'autoconsommation quand c'est éligible. La redevance solaire, c'est-à-dire le bouquet ou le loyer d'entrée ou le loyer annuel ou le bouquet d'entrée, pardon. Et là, je vous ai mis 600 m² de toiture exploitable. Ça peut varier en fonction des régions. 600 m², c'est ce qu'on fait dans le sud. Si on remonte un peu, on a besoin parfois d'un peu plus de puissance pour être complètement efficace. En gros, 150 kW crête, on est capable d'en faire partout en France. En ombrière de parking, l'avantage du gain financier quand on arrive à coupler ça avec un projet 5 minutes d'autoconsommation, confort et protection des véhicules, mais ça, vous le savez déjà. Voilà, il ne reste que 5 minutes pour les questions, donc je ne sais pas si vous en avez beaucoup ou si vous n'en avez pas, mais si vous en avez, je suis là pour y répondre. La première, c'est toujours la plus dure. Voilà, bravo. Merci. Je voulais savoir, vous avez dit qu'au bout de 30 ans, le propriétaire du foncier devenait propriétaire de l'installation. Oui. S'il s'avère que finalement, elle est plus aussi rentable que vous l'avez annoncé, vous avez annoncé 80% de production au bout de 30 ans,
Si le propriétaire ne souhaite pas garder cette installation, est-ce que c'est l'entreprise qui Tout à fait. s'occupe On de donne la du possibilité dans le bail d'avoir le choix émis par le propriétaire du site, hein, donc pas Énergie mais le propriétaire, où on lui dit à la fin, soit vous voulez qu'on l'enlève et on l'enlève, on la démantèle, soit vous la conservez ou la conservez. Donc le choix reste au bailleur de savoir s'il veut garder ou pas l'ouvrage, sachant que 30 ans, c'est pour des raisons aussi fiscales, puisque avant 30 ans, à partir de 18 ans, puisqu'un bail doit durer au moins 18 ans, de 18 à 30 ans, il y a une refiscalisation d'un 12e par an de la valeur de la centrale. Donc si je vous fais un bail de 20 ans, vous allez avoir 10 12e de plus-value à payer quand vous récupérez la centrale. C'est la raison pour laquelle on fait des baux de 30 ans qui permettent d'avoir l'effacement fiscal à la fin de l'activité. D'accord. Est-ce que vous le faites, enfin, je pense que j'ai déjà la réponse dans ma question, mais vous le faites sur des copropriétés ou c'est, non. Vous avez l'air de, c'est trop petit pour vous? Non, il y a une question de taille, effectivement, où si c'est moins de 150 kg, donc moins de 1000 m², on ne le fait pas. 1000 m² de surface utile de panneaux, ce qui veut dire que sur une toiture, par exemple, d'immeuble, vous allez avoir ce qu'on appelle les accidents techniques, c'est les climatisations, tout élément qui va faire de l'ombrage ou qui va empêcher d'installer les panneaux. Donc 1500 m². En plus, on a la problématique de la hauteur du bâtiment. Si c'est un R+3 ou +4, ça va coûter plus cher à installer, plus cher à entretenir. Et il y a aussi la problématique des multipropriétaires qui nous oblige à avoir plusieurs intervenants et on préfère en avoir un que plusieurs. Donc tout ce qui va être collectif, c'est des marchés qu'on n'adresse pas. Chez Énergie en tout cas. Il reste 2 minutes pour les questions, je pense. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis sur une étude au niveau de... Je suis menuisier charpentier, sur une étude justement de photovoltaïque où j'ai de la consommation. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les assurances. Donc, dans le métier du bois, aujourd'hui, ils sont en train de casser nos contrats. Alors, quand on parle de photovoltaïque, c'est encore pire. Donc, avez-vous des solutions par rapport à ça? Moi, ça fait 15 ans que je fais du photovoltaïque. J'ai eu des questionnements ou des problématiques d'assurance. Ça n'a jamais empêché un projet d'aller au bout. Alors après, il y a des assurances qui sont plus ou moins aguerries et plus ou moins à l'aise avec ces sujets-là. Alors si demain, vous avez une activité où c'est 100% stockage bois, il y aura forcément des questions d'assurance, mais pas d'interdiction en tout cas. Et je pense que c'est plutôt un partenaire assurantiel qui est peut-être pas au fait des choses et assez aguerri, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun projet qui ne va pas au bout à cause des sujets assurantiels. Mais si vous voulez, on pourra en parler, mais dans la vraie vie, il n'y a pas de problématique avec les assurances, en tout cas avec celles qui sont dans ce type de marché. Après, celles qui n'ont pas, elles ont un effet de peur du risque. Il faut savoir que sur l'incendie qu'on constate aujourd'hui sur les centrales, plus de 95% proviennent de ce qui est en dessous de la centrale et pas de la centrale. Donc en fait, la problématique, elle ne vient pas de la centrale, elle vient de l'activité du dessous. Voilà. Donc on a toujours réussi à trouver des solutions lorsque les assureurs étaient frileux. Merci pour le terme. 1 minute ? 2 minutes. Oui, je voudrais savoir sur quels paramètres vous indexez le prix de vente du kilowattheure autoconsommé pour vos clients. Ensuite, quelle est la forme juridique du marché de vente d'électricité dans le contrat d'autoconsommation, puisque vous vendez de la chaleur? Et puis, troisièmement, quid des coûts de raccordement de réseau? Alors, je vais essayer de répondre aux 3... Non, je répondrai dehors. Mais on ne vend pas d'électricité. Hein. C'est toute la subtilité, c'est qu'on a des contrats d'autoconsommation où on met à disposition un ouvrage qui produit des électrons, mais à aucun moment on émet de facture d'électricité. On émet une facture de location où on va produire 100, on vous les donne, entre guillemets. C'est pour ça que l'autoconsommateur a le choix de les autoconsommer ou pas. Bien sûr, il a un intérêt, mais on n'est en aucun cas revendeur d'électricité. On n'a pas le droit, de toute façon. Et, voilà. Et après, je répondrai à vos 2 autres questions. Voilà. Et merci à tout le monde pour votre attention.